Salut les E1, c'est Sarah et aujourd'hui je vais vous parler de la physiopathologie de la douleur. On va commencer par quelques rappels d'anatomie. La douleur est une expérience sensorielle émotionnellement désagréable. Elle est due à une lésion tissulaire qui peut être potentielle, on parle de douleur inadaptée, ou réelle, on parle de douleur adaptée. La douleur est donc une expérience subjective par rapport au ressenti de la personne et objective par rapport à une présence réelle ou visible d'une lésion. L'information de la douleur est transmise par les neurones, qui sont des cellules nerveuses avec un corps cellulaire et un ou des prolongements longs, les axones, et des prolongements courts, les dendrites. Les neurones diffèrent selon leur localisation. Le neurone en partance de l'organe est le premier neurone, appelé protoneurone. Ensuite, il rejoint un autre neurone dans la moelle épinière. Celui-ci monte vers le cerveau. Il s'appelle le deutéroneurone. C'est le deuxième. Entre les deux peut se trouver un autre neurone qui fait le lien, appelé l'interneurone. Les neurones diffèrent également selon leur forme. Ils peuvent être bipolaires, comme le neurone de la douleur, unipolaires ou hantés, et multipolaires. Les neurones de la douleur se rejoignent en un nerf. Le nerf est une voie anatomique qui contient de nombreuses fibres neuronales ou neurones. Le nerf associant les fibres afférentes de la douleur s'appelle le nerf spinal. Il a un autre nom plus récent, le nerf accessoire, et il correspond à la 11e paire de nerfs crâniens. Il faut également savoir que différentes couches se succèdent dans un nerf, l'épinèvre, le périnèvre et l'endonèvre, du plus grand au plus petit. Maintenant, un peu de physiologie. La douleur prend son point de départ en un stimulus douloureux. Elle peut être une déformation tissulaire, un changement thermique important ou une atteinte chimique. Pour capter ces différents stimuli, il existe des nocicepteurs, sachant que noci, du latin nocivus, signifie nuire. Ces nocicepteurs sont des protéines comprenant un canal qui fait passer des ions sodium lorsqu'il est excité par un ressenti douloureux. Dans les nocicepteurs, il existe des ultra-spécialisés, que sont les mécanocicepteurs, les thermonocicepteurs et les chiminocicepteurs, respectivement pour les stimuli déjà évoqués, et des récepteurs polyvalents, que sont les récepteurs polymodaux, qui sont présents sur une muqueuse plus sensible, comme la cornée. La douleur passe donc par des fibres périphériques sensitives, qui vont arriver vers le cerveau, donc on les appelle afférentes. Elles peuvent être de deux types, les A delta et les C. Les fibres A delta sont myélinisées. On peut imaginer que la myéline est comme un moyen de locomotion, comme un vélo par exemple. Elle permet donc d'aller plus vite. Le message se déplace à 50 mètres par seconde. Les fibres C, quant à elles, sont non myélinisées. Le message donc se déplace à 2 mètres par seconde. On peut donc conclure que la propagation est rapide si le diamètre est le plus gros et la gaine de myéline, ou appelée gaine de On se rappelle que la moelle épinière se situe au niveau des vertèbres, de la colonne vertébrale, et qu'à chaque vertèbre, on peut faire une nouvelle coupe et donc un nouvel étage de moelle épinière. La moelle épinière, au niveau dorsal, est appelée aussi postérieure, et au niveau ventral, est appelée antérieure. Vous savez que les fibres nerveuses peuvent se croiser, en dorsale ventrale ou gauche-droite.
Concernant celle de la douleur, elle se croise au niveau de la moelle épinière. Le premier neurone, le protoneurone, est celui en vert. Son corps cellulaire est situé dans le ganglion spinal ou rachidien. Ensuite, il rejoint le deutéroneurone, qui est en violet, et va faire une décussation, c'est-à-dire qu'il croise la ligne médiane. C'est la diagonale que vous voyez. À chaque niveau de la moelle épinière vont se rejoindre de nouveaux deutéroneurones pour former un faisceau, qui va donner le nerf spinal. Après avoir décussé dans la moelle épinière, le deutéroneurone fait un relais avec un troisième neurone au niveau du thalamus. Ce troisième neurone s'appelle neurone de projection corticale. Lorsque la douleur est intense et le signal suffisamment fort, les informations ne passent pas par les centres nerveux, mais restent dans le même segment de moelle. L'information est alors dite métamérique. Le signal afférent sensitif se transmet à celui efférent moteur, et le muscle se contracte. C'est le réflexe de retrait. Par exemple, cela peut se produire lors d'une piqûre de guêpe. Nous avons appris que ce réflexe existait en SVT au lycée. Les informations de la moelle épinière des différents étages peuvent aussi se croiser. Il y a différents types de stimulation nociceptives, notamment profondes ou superficielles. Il faut être attentif car il existe des douleurs projetées. Par exemple, une douleur à l'épaule droite peut révéler un problème de vésicule biliaire. Il peut alors y avoir des erreurs d'interprétation sur l'origine de la douleur superficielle ou profonde. Maintenant, zoomons sur le trajet montant de l'information douloureuse. Lorsque le signal se déplace, de manière générale, il monte au cerveau par la moelle épinière, puis le thalamus et le cortex sensoriel. Il y a donc plusieurs structures en jeu. Quelques rappels de définition. Donc les premières structures dans lesquelles vont aller les informations de la douleur sont la moelle épinière, nous l'avons vu, le thalamus, qui est une structure arrondie du diencéphale, au-dessus du tronc cérébral, qui reçoit et relaie les influx sensitifs de la périphérie vers le cerveau. Ensuite, il y a le cortex sensitif, limbique et préfrontal. Le cortex sensitif va déterminer des informations liées au tact, à la discrimination tactile. Le système limbique sera désigné pour la mémoire et le système préfrontal pour tout ce qui est de l'ordre affectif. Ensuite, les structures secondaires vers lesquelles vont être envoyées les informations liées à la douleur sont l'hypothalamus, une autre partie du diencéphale située sous et en avant le thalamus, comprenant le système nerveux végétatif, et la formation réticulée,
qui s'occupe du cycle de sommeil et qui est inhibiteur ou excitateur de veille. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut donc comprendre pourquoi le faisceau de la douleur s'appelle moelle épinière, réticulo, formation réticulée, thalamique, parce qu'il passe par le thalamus. L'ensemble des voies de la douleur constitue donc ce faisceau spino-réticulo-thalamique, dite voie extralémniscale, souvent involontaire et réflexe. Par exemple, le système moteur extrapyramidal désigne les circuits nerveux responsables de la motricité involontaire, notamment réflexe, et du contrôle de la posture. Il ne faut pas confondre ces voies extralémniscales avec les voies lemniscales. Lorsque l'information arrive jusqu'aux projections corticales, les composantes de la douleur se précisent. Avec le cortex sensitif, on a pu voir qu'il existe une sensoridiscrimination de la douleur, donc on peut repérer le type de douleur et la localisation. Avec le système limbique, c'est la mémorisation de la douleur qui entre en jeu. Et enfin, le cortex préfrontal ajoute la composante psycho-affective de la souffrance perçue. Au début de cette vidéo, nous avons vu que la douleur pouvait être adaptée si une lésion est visible, ou alors, au contraire, elle peut être inadaptée. Lorsqu'elle est inadaptée, on parle d'hyperalgésie, de douleur neurogène ou de douleur psychogène. C'est parti pour l'explication. L'hyperalgésie est due à un excès de stimulation douloureuse ou nociception. Elle se manifeste lorsque les substances algogènes s'accumulent dans une zone, ce qui crée souvent une inflammation. Au départ, elle est primaire. Le seuil de douleur s'est abaissé par sensibilisation au niveau du tissu lésé. Ensuite, elle peut devenir secondaire. L'hyperalgésie d'un site peut s'étendre à un site contigu, donc qui l'entoure, du fait de la diffusion des substances algogènes et générer une hyperalgésie secondaire. Nous en reparlerons, mais aussi il peut y avoir une hyperalgésie liée à la prolifération des récepteurs à la noradrénaline des fibres afférentes primaires. Donc il y a une augmentation de la sensibilité à la noradrénaline sécrétée par le système nerveux central. Et les pathologies qui peuvent être en lien avec cette douleur sont les maladies neuromusculaires, neuropathiques et les traumatismes cérébraux avec des lésions de système régulateur de la douleur. En plus des hyperalgésies, les douleurs inadaptées peuvent être neuropathiques. Elles sont dues à une lésion du système nerveux qui a cicatrisé anormalement et génère constamment un potentiel d'action. Il peut y avoir des repolarisations spontanées, que sont les décharges ectopiques, ou encore des lésions des fibres A-bêta qui rendent inactif le gate control, et encore des lésions neuronales qui vont induire des potentiels d'action en l'absence de stimulus, parce que des canaux calciques ou des synapses aberrantes, appelées EFAPS, ont proliféré. Ça peut correspondre pour le dernier, les EFAPS, On finit cette vidéo avec les douleurs inadaptées psychogènes. Ce sont un diagnostic d'élimination avec des douleurs sans trace anatomique ou physique. Elles surviennent généralement lors de névroses, de décompensation psychologique et peuvent cacher une pathologie psychiatrique. Elles peuvent aussi être nées d'un authentique problème algique sur lequel la personne focalise sa problématique en l'amplifiant. Attention, de nombreuses synapses se produisent à l'étage bulbaire et dans le tronc cérébral, ainsi que dans l'hypothalamus, ce qui explique de nombreuses réactions involontaires associées à la douleur, ainsi qu'aux phénomènes dépressifs qui accompagnent la douleur chronique.
Voici un petit schéma que je trouve assez cool, même si très complexe, il nous servira pour la suite. À bientôt!